Patrice Talon, un chef d'État implacable qui annonce la fin de l'impunité à l'orée de son deuxième mandat. Pas d'amnistie, pas de grâce. Le message de Patrice Talon à ses adversaires politiques est sans aucune ambiguïté. Et pour faire le décryptage de son interview accordée aux médias français, je reçois pour vous, dans ce nouveau numéro de votre émission Entretien-Analyse sur Reporter Bénémonde, Rachidi Odio, analyste politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Pussoyon. Merci de votre invitation. Alors, Rachidi Odio, sans plus tarder, quelle lecture faites-vous de cette interview accordée par le président béninois aux médias français, RFI et France 24? Ma lecture, c'est sous deux angles. Allons-y. Le premier, c'est d'abord l'envie du président de la République d'aborder tous les sujets et d'évoquer même tous les cas en ce qui concerne ce qui fait l'actualité relative aux interpellations judiciaires, aux arrestations. Et cette posture, dans une interview, est souvent celle d'un interviewé qui n'a rien à se reprocher, qui est convaincu d'être sur le droit chemin, d'être du côté de la légalité et de la justice. Vous allez d'ailleurs remarquer que quand le journaliste de RFI a évoqué le cas du professeur Joël Aïvor, c'est d'abord le président Patrice Talon qui a commencé par parler du cas de Ricard Madougou en disant « Je sais que vous allez en arriver là », avant que le journaliste n'essaye en quelque sorte de présenter aux téléspectateurs qu'Éric Madougou, pour des raisons de compréhension, pour permettre aux téléspectateurs et aux auditeurs de comprendre. Et donc, lorsque dans une interview aussi solennelle comme celle-là, un chef d'État se permet, se rend disponible pour évoquer tous les sujets, sans tabou, sans faux fuyant, sans hypocrisie, c'est qu'il est serein et qu'il n'a absolument rien à se reprocher et qu'il est sûr de ce que les actes qu'il pose vont dans le sens de la préservation de l'intérêt général, de la sécurité en quelque sorte de l'ensemble des Béninois, pour rester collés aux faits qui ont été évoqués, parce que de façon générale, il s'agit des actes de vandalisme, de violence, etc., etc. Alors, le deuxième angle, c'est le fond même de l'interview. Le ton de la fermeté a été remarquable. Oui. Et cette fermeté, je peux dire qu'elle n'est pas surprenante, parce que quand le président Patrice Talon était allé visiter les militaires blessés dans les actes de violence perpétrés par certains de nos compatriotes et aussi des personnes qu'on a recrutées un peu partout à l'hôpital d'instruction des armées, son interview qu'il a accordée à la presse avait déjà laissé ce ton de fermeté. Ça annonçait les couleurs. Alors, donc, et quand on est ferme, ça suppose que on a envie de changer absolument quelque chose. On a envie de passer un message. On a envie de dire plus jamais ça. Parce que c'est vrai, par le passé, on a peut-être vécu des situations similaires, pas aussi graves que les événements violents qui ont marqué la présidentielle de 2021. Mais c'était important de rester ferme dans le ton pour que les uns et les autres comprennent que, quelles que soient les revendications que l'on porte, quelles que soient les frustrations que l'on pense manifester, il y a quelque chose qu'il faut préserver. C'est ce que nous avons de plus cher, c'est ce que nous avons en commun. C'est la République, c'est le pays. Il ne faut pas que ça brûle. Et je pense que ce message est assurément bien saisi par ceux à qui il est destiné. Et on peut aussi comprendre un peu que le président soit en colère. Mais c'est une colère légitime. C'est une colère qui est normale, qui est humaine. Parce que lorsque vous êtes président de la République et que vous savez vous-même que le sort, l'avenir, le destin de millions de personnes pèsent sur votre épaule et qu'à un moment donné, parce que vous n'avez pas été suffisamment dur, des événements se sont produits qui ont coûté la vie à des personnes dans lesquelles des éléments des forces de défense et de sécurité ont été blessés.
Je pense qu'il y a de quoi être en colère. Mais Patrice Talon n'a pas accepté qu'il y ait eu des morts au terme de ces violences électorales. Alors, justement, parce que vous l'avez peut-être pas très bien suivi, il a demandé aux médias qui sont en face, qui ont des correspondants sur place, puisque ce sont ces médias qui sont sur le terrain, qui vont faire les enquêtes, qui vont investiguer, quelles sont les identités des morts que l'on a dénombrées au sein de la population civile. Est-ce que vous avez eu des réponses à cette question? Bien évidemment, on attend peut-être que les intervieweurs poursuivent les enquêtes et qu'ils viennent nous dire après ce qui s'est réellement passé. Comme vous, j'entends beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux, mais vous deviez savoir que aujourd'hui, bien évidemment, sur les réseaux sociaux, tout y passe. Mais l'organisme des droits de l'homme a fait son enquête et a annoncé des morts. Donc, est-ce que c'est aussi des déclarations sur les réseaux sociaux? Vous parlez d'une organisation, et puis bon, vous savez très bien le mode opératoire de ces genres d'organisation. Je ne veux pas porter un jugement sur le travail, mais lorsque l'on sort d'une situation aussi difficile que la situation violente qui a marqué, qui a caractérisé la présidentielle de 2021, je pense que avant de pouvoir faire des déclarations, avant de pouvoir dire quoi que ce soit par rapport aux victimes, il faut vraiment faire des enquêtes approfondies. Il ne faut pas se contenter des premières informations, des premières déclarations, des gens qui ont intérêt à ce que certaines images soient vues pour peut-être maquiller ou masquer les crimes qui ont été commis. Ce que vous avez vu, qui est frappant, c'est que des éléments de force, de défense et de sécurité ont été blessés. C'est qu'on a tiré sur des éléments de force, de défense et de sécurité. Il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas eu que ça. Alors, et donc, par rapport à ce que vous évoquez, oui, il est temps que peut-être les parents des personnes qui sont concernées fassent une déclaration officielle et que les identités de ces victimes soient connues. En l'absence d'identité nominative, on reste dans les spéculations, on reste dans l'instrumentalisation, on est dans la manipulation. Merci Rachidi Odio, merci Rachidi Odio. Patrice Talon a dit que le taux de participation à la dernière présidentielle était plutôt satisfaisant, mais comment est-ce qu'on peut se satisfaire d'un taux de participation dit de 50,63% annoncé par les institutions et d'un taux de participation apparemment faible de notre point de vue? Je prends la dernière partie de votre question d'abord. Vous parlez des taux de participation apparemment faibles. Alors, donc, vous faites une comparaison. Où est le comparant? Vous parlez de taux de participation faibles par rapport à quoi? Parce que si vous n'apportez pas des réponses à cette question, on ne pourra pas faire le débat. Quelle est la référence? Est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est 70%? Est-ce que c'est 60%? Quelle est la référence pour que vous parliez des taux de participation faibles? Je pense qu'on va poursuivre ça tout à l'heure. Mais quand le président de la République, Patrice Talon, dit que le taux de participation, il est satisfaisant, moi, je pense même qu'il est très satisfaisant. Parce que c'est un taux de participation qui traduit la réalité politique du pays, qui reflète la situation politique de notre pays. Par rapport à quoi? C'est la première présidentielle. C'est la première présidentielle que nous organisons dans le contexte des réformes politiques. Ensuite, c'est un taux de participation qui est en évolution cohérente par rapport au taux de participation des élections communales de 2020. Car on a eu 49,14% en 2020. Je ne reviens pas sur la situation de 2019 parce que c'était une situation atypique et tout le monde l'a reconnu. Oui. Mais en 2020, vous savez très bien ceux qui ne sont pas allés voter parce que le parti FCBE était dans le starting block avec 4 autres partis de la majorité présidentielle. Vous avez vu les partis politiques dont certains n'avaient pas encore obtenu les récépissés qui ont appelé au boycott. Et vous avez aussi les militants d'autres partis politiques qui ne sont pas allés voter parce que leurs partis ont pris la décision de ne pas participer aux élections communales. Et donc, lorsqu'on suit cette évolution et qu'on vient en 2021, les mêmes
qui ont fait la propagande anti-vote en 2020, pour les raisons qui leur sont propres, sont revenus à la charge en 2021. Ce qui explique donc ce taux de participation de 50,63%, qui est un taux de participation réel, authentique, en évolution cohérente par rapport à la situation de 2020 et par rapport à la situation de 2019. Alors, quand vous dites que le taux de participation il est faible, par rapport à quoi? Je pense très bien que le plus grand taux de participation que nous avons connu pour un scrutin présidentiel, c'était en 1996, un peu au-delà de 80%. Mais c'était combien le nombre d'électeurs à l'époque? Moins de 3 millions d'électeurs. Cette fois-ci, on a eu jusqu'à 4 800 000 électeurs. On a eu un taux de participation de 50,63% dans un contexte de menaces, d'intimidation, de violence, de rhétorique pratiquement guerrière. Et vous dites que ce n'est pas satisfaisant, c'est plus que satisfaisant. C'est un taux qui montre tout simplement que la démocratie a remporté sur l'anarchie et que la légalité a remporté sur le désordre. Donc, pour moi, mieux que Patrice Talon, je dis que c'est un taux très satisfaisant parce que c'est un taux que l'on a enregistré après une élection dans un contexte des réformes face auxquelles il y a encore des résistances, il y a encore de l'opposition, il y a encore des critiques. Et c'est progressivement que les choses vont s'améliorer. Merci Rachidi Odio. Alors, quand Patrice Talon parle d'assassinat planifié, d'arrestation, d'insurrection préparée pour le chasser du pouvoir, n'exagère-t-il peut-être pas pour justifier un peu les arrestations politiques d'opposants aux yeux de la communauté internationale? Oh, puis, quel intérêt Patrice Talon a exagéré? Pourquoi devrait-il exagérer les faits dans leur présentation? Vous êtes dans ce pays, vous avez tout suivi. Vous avez suivi de près, même peut-être aussi à travers les réseaux sociaux, les événements qui se sont produits à partir du 5 avril dans notre pays, après l'appel lancé par certains de nos compatriotes à l'extérieur. Vous avez vu des manifestations violentes, vous avez vu des vidéos extrêmement violentes qui ne ressemblent à rien aux Béninois et aux Bénins que nous aimons si tant. Des choses qui n'ont rien à voir de Béninois. Et lorsque vous dites qu'il exagère, lorsqu'on parle d'abord d'insurrection planifiée, vous savez très bien, vous avez l'habitude de vous donner beaucoup la parole aux acteurs de l'opposition, ce qui est une très bonne chose. Merci. Alors, le 14 décembre 2020, c'est bien ça. Vous avez diffusé une interview d'un opposant qui d'ailleurs récemment s'est dit terroriste par solidarité, mais qui a bien dit que partout où l'opposition reste collée, respectueuse des principes démocratiques, elle n'arrive pas à ses fins, elle n'arrive pas à sa finalité. Donc, il avait donné l'exemple de la Côte d'Ivoire, il a donné l'exemple de la Guinée. Ensuite, il a dit, là où l'opposition a pu réaliser son objectif, c'est quelque part où on a fait quelque chose d'antidémocratique, de quelque chose qui ne ressemble pas à la démocratie, c'est le Mali. Alors, ça suppose quoi? L'envie d'avoir un changement antidémocratique, anticonstitutionnel du pouvoir à la malienne était présent dans certains esprits et c'était présent dans les discours. Donc, quand on parle de soulèvement populaire, quand on parle d'insurrection, ce ne sont pas des inventions. À demi-mot, à peine voilé ou de façon directe, des acteurs ont eu à le dire. Et dans cette interview, le président de la République l'a rappelé aux intervieweurs en disant « Mais pourquoi vous sélectionnez certains propos? Pourquoi vous n'allez pas chercher les propos qui montrent très bien que des gens étaient porteurs de projets de changement anticonstitutionnel ou de projets d'insurrection ou de rébellion contre le pouvoir ?» Ensuite, je reviens à la question des assassinats planifiés. Puis, je sais que vous êtes de bonne foi. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Allez poser la question à Charles Tokor, à Rachidi Badamansi, au Sam Seydou Adambi, ce qu'ils ont vécu à Parakou, à partir. Je vous parle avec un ton grave et excusez mon émotion sur cette question particulièrement. Ce qu'ils ont vécu à partir du 5 avril. Comment ils ont été menacés, comment on les recherchait, comment il fallait absolument finir avec eux ou les faire fuir de la ville de Parakou parce qu'on tenait à ce que le scrutin n'ait pas lieu dans cette ville. Et si Parakou tombe, c'est que c'est tout le nord qui tombe, c'est que le pays est coupé en deux.
Ça, c'est ce que je vous rapporte. C'est des faits que vous pouvez vérifier parce que je vous donne des noms. Ou si vous ne pouvez pas, aller leur poser des questions directement, discuter avec le proche, retourner à Parakou pour voir à quoi ressemblent aujourd'hui les rues de Parakou par rapport à ça. Donc quand on parle d'assassinat, c'est pas de l'amusement. On parle pas de, on n'évoque pas quelque chose juste parce qu'on veut avoir raison sur des gens, sur une situation. Ensuite, à Savet, vous avez vu sur les réseaux sociaux ce message à travers lequel la tête de Paulin Kehinde Akponan a été mise à prix, où on avait dit qu'il fallait le retrouver mort ou vif, juste parce qu'il a un soutien politique important de Patrice Talon dans la commune. C'est comme ça fonctionne en démocratie. Et quand bien même on a envie de venir au pouvoir, c'est de cette manière-là qu'il faut rechercher le pouvoir. André Okunlola, toujours dans la commune de Savet, quand ils sont allés détruire, brûler sa maison, c'était pas pour lui donner des bonbons. Il a dû fuir, même en fuyant, en dépit de la présence de son gars du corps, à moto, on a continué à le pourchasser parce qu'on voulait terminer avec lui. On ne le pourchassait pas pour l'embrasser. Donc, quand le président parle d'assassinat planifié, il parle des faits qui sont réels. Et ensuite, avec son niveau de responsabilité, il a tous les renseignements, il a toutes les informations. Il sait qui a pu faire croire dans les événements fâcheux que nous avons connus. Donc, je vous en prie, sur cette question, il y a eu point d'exagération. Ce sont des événements que des compatriotes ont vécu avec beaucoup de douleur. Il y en a encore qui traînent, qui sont toujours sur le choc, qui traînent encore les séquelles, qui vont encore traîner les séquelles pour plusieurs mois, pour plusieurs années encore. Et donc, en disant les choses telles quelles, on ne peut dire que le chef de l'État a exagéré. Pas du tout. Il n'y a pas eu d'exagération. Il y a eu une présentation parfaite des événements tels qu'ils se sont produits. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien. Rachidi Odio, une certaine presse a rapporté que le président Patrice Talon n'était pas disposé à faire un remaniement de remerciements. N'est-ce pas une trahison ou prendre de court ses partenaires politiques? Non, je ne pense pas. Parce que les partenaires politiques aujourd'hui de Patrice Talon, qui sont-ils? Que sont-ils? L'Union progressiste, le Bloc républicain, le PRD, l'UDBN et Moël Bénin. Alors, vous avez un gouvernement qui est en place depuis 2016. Vous savez, Patrice Talon n'est pas friand des remaniements. Quand il fait un remaniement, c'est que ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, les remaniements les plus importants qu'il a fait après la formation du gouvernement en avril 2016, c'est le remaniement d'octobre 2017 et le remaniement de septembre 2019. Alors, dans ce gouvernement, vous avez déjà des ministres qui sont soit Union progressiste, qui sont soit Bloc républicain. Ils sont soit Union progressiste, soit Bloc républicain. Mais les partenaires politiques ne s'arrêtent pas à ces deux partis. Non, je viens. Alors, parce que quand on parle de partenaires politiques, il ne faut pas voir des individus. Il faut aller au-delà des individualités. Il faut voir les partis politiques dans leur capacité à participer de façon efficace à l'action gouvernementale. Bien évidemment, ceux qui ne sont pas encore dans le gouvernement et qui vraisemblablement pourraient s'y retrouver, c'est le PRD, l'UDBN et Moël Bénin, d'après les informations qui sortent ça et là. Donc, où se trouve la trahison? Il n'y a pas eu de trahison parce que si l'équipe qui est en place devrait continuer son travail ou s'il doit y avoir un léger remaniement pour permettre au président de la République de tenir parole vis-à-vis des partis politiques de la majorité qui ne sont pas encore au gouvernement, je ne vois pas, pour moi, là où se trouve le problème. Je peux comprendre qu'au sein des partis politiques, cette situation génère davantage de difficultés dans le mécanisme d'arbitrage des ambitions, parce qu'il y a toujours des cadres au sein des partis politiques qui attendent d'être promus. Il y a peut-être des dizaines de ministrables au sein des partis politiques. Mais il ne faut pas voir la question sous cet angle. Pourquoi ce gouvernement qui est en place, qui, aux côtés de Patrice Talon, a produit le résultat que les Béninois ont validé aux urnes pour un second mandat? On a bien dit, c'est l'équipe qui a permis de gagner et que l'on ne change pas l'équipe qui gagne. L'équipe, ce n'est pas la personne de Patrice Talon seul. Une équipe, c'est une équipe. Et si le Bénin a pu gagner de 2016 à 2021, c'est bien évidemment avec cette équipe. Je pense plutôt que Patrice Talon, comme
on le connaît, est plutôt soucieux de la recherche de l'efficacité de l'action publique. Parce que chaque fois qu'on change un gouvernement, on est toujours dans une situation de perpétuel recommencement. Vous voyez, les ministres qui sont au gouvernement, ils ont fait leur apprentissage en termes de connaissances, de décryptage de la psychologie de leur patron. Parce que Patrice Talon, vous l'avez sûrement entendu plusieurs fois, est un chef très exigeant. D'abord vis-à-vis de lui-même et ensuite vis-à-vis de ses collaborateurs. Et quand vous êtes appelé au gouvernement, vous pouvez être un génie, vous pouvez être un bon connaisseur des dossiers. Mais il vous faut forcément un temps d'apprentissage pour bien connaître votre chef, anticiper sur ses réflexes, sur ses automatismes, savoir lire ses silences, savoir interpréter ses colères. Ce n'est pas que les compétences n'existent pas au sein des partis politiques, mais la stabilité d'une équipe gouvernementale est gage de l'efficacité de l'action publique. Et qu'est-ce qui intéresse les Béninois? Tous ceux qui sont allés voter pour Patrice Talon, ils l'ont fait, pas pour que X ou Y devienne nécessairement ministre, mais pour que ce qui est bon, qui est beau, qui se fait depuis 2016, puisse se poursuivre dans la même dynamique. Donc je comprends très bien que certains acteurs politiques ne soient pas très contents ou trop contents, qu'ils soient fâchés, mais ce qu'ils doivent voir, c'est le souci du président de la République à donner satisfaction aux Béninois. Vous avez entendu parler de la fronde au sein de députés? Non, je pense que c'est une question sur laquelle il ne faut pas s'attarder pour l'instant, parce qu'il se passe beaucoup de choses qu'il faut chercher absolument à bien comprendre avant de pouvoir faire une analyse juste. Mais ce que je peux vous dire, oui, il n'y a pas eu de trahison, il y a sûrement le souci de maintenir une équipe avec laquelle le Bénin a gagné et avec laquelle le Bénin continuera de gagner. Cependant, il n'est pas exclu qu'il y ait quelques cas particuliers sur lesquels le chef de l'État voudra bien s'attarder, parce que, vous savez, un gouvernement a toujours quelque chose de politique et il y a toujours des impondérés qu'il faut gérer. On verra bien. Rachidi Odio, je rappelle, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Merci.